Chaque jour, des millions de personnes remplissent leur caddie de produits familiers, convaincus de savoir exactement ce qu'elles achètent. Derrière ces emballages colorés se cachent des procédés de fabrication qui feraient réfléchir à deux fois la plupart des consommateurs. Nous allons passer en revue 20 produits alimentaires populaires et montrer exactement comment ils arrivent sur les rayons des supermarchés. Commençons par le numéro 20 de notre liste. Numéro 20, les biscuits Belvita. Ces biscuits du matin de la marque Belvita, vendus environ 3 € le paquet dans la plupart des supermarchés, sont présentés par le marketing comme une option saine pour bien démarrer la journée. Voici ce qu'ils contiennent vraiment. La fabrication commence par de la farine de blé raffinée mélangée à des sucres. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Le processus de production utilise des huiles végétales hydrogénées, chimiquement modifiées par hydrogénation partielle. Cela consiste à faire passer de l'hydrogène à travers des huiles liquides sous haute pression avec un catalyseur au nickel, ce qui crée des acides gras trans associés aux maladies cardiovasculaires. Lors de la cuisson à haute température, ces huiles subissent d'autres transformations. Le produit final contient des amidons modifiés, des arômes artificiels et des émulsifiants qui prolongent la durée de conservation jusqu'à plusieurs mois. Des études montrent que la consommation régulière de produits contenant des graisses hydrogénées contribue à l'athérosclérose. Ce biscuit pratique, vendu comme sain, contient en réalité des graisses industriellement transformées que votre organisme a du mal à reconnaître. Numéro 19. Les portions de fromage fondu. La vache qui rit. Ces portions individuellement emballées de la vache qui rit, vendues environ 2,50 € les 8 portions, fondent parfaitement sur les croque-monsieur et les tartines. Il y a une raison à cette fonte idéale, et elle tient à une chimie surprenante. La fabrication commence par de petites quantités de vrai fromage, généralement des résidus de moindre qualité. Cette base fromagère est fondue et mélangée avec des sels émulsifiants, notamment des phosphates et des citrates. Ces composés déstructurent les protéines et leur permettent de se mélanger avec de l'eau ajoutée, des huiles et des protéines de lait. Le mélange est chauffé, transformé et extrudé dans ses formes familières. Dans de nombreux pays, ces produits ne peuvent légalement pas être appelés fromage. Les étiquettes mentionnent souvent la dénomination spécialité fromagère fondue, car la teneur réelle en fromage est trop faible. Les phosphates présents dans ces portions ont suscité des inquiétudes chez les chercheurs spécialisés dans la fonction rénale. Le moelleux artificiel provient de la décomposition des structures protéiques naturelles et de leur reconstruction à l'aide d'additifs industriels. Numéro 18. Le pâté de campagne William Saurin. Cette conserve de viande de William Saurin, vendue entre 1,50 € et 2,50 €, se retrouve dans d'innombrables casse-croûtes et pique-niques. Sa texture lisse trahit son origine. L'ingrédient principal est la viande séparée mécaniquement. Cette substance est obtenue en faisant passer des carcasses animales à travers des tamis sous une pression énorme. Les os avec les tissus restants, les cartilages et le tissu conjonctif sont poussés ensemble. La pâte obtenue contient des fragments d'os broyés, du collagène et tous les tissus restants après le découpage initial. Cette pâte rosâtre constitue la base du pâté. Les fabricants y ajoutent des abats, de la graisse, des épices et des liants. Le mélange est cuit, mixé jusqu'à obtenir une texture lisse et mis en conserve, où il reste stable pendant des années. Des analyses en laboratoire ont révélé que de nombreux pâtés, bon marché, contiennent moins de 20% de viande musculaire véritable. Le reste était composé de tissus récupérés mécaniquement, de charges et d'eau retenue par des additifs phosphatés. Numéro 17, les céréales Kellogg's Corn Flakes. Une boîte de ces céréales classiques coûte entre 3 et 4 € dans la plupart des supermarchés. Le processus de fabrication est plus industriel que la plupart des gens ne l'imaginent. Tout commence par de la semoule de maïs mélangée à du sucre, de l'arôme de malt et du sel. Ce mélange est cuit sous pression, puis passé à travers des rouleaux massifs qui aplatissent chaque flocon. Les flocons passant ensuite dans des fours atteignant des températures très élevées. Cette torréfaction à haute température crée un aliment à index glycémique élevé. Lorsque vous mangez ces céréales, votre glycémie monte en flèche, car le traitement a brisé la structure complexe des glucides. Des études montrent que consommer des aliments des index glycémiques élevés au petit déjeuner entraîne des baisses d'énergie et une faim accrue dans les heures qui suivent. Le sucre ajouté, représentant souvent entre 15 et 20% du poids total, contribue à cette montagne russe de la glycémie. Des organismes de tests alimentaires ont identifié divers conservateurs dans les céréales du matin. Numéro 16,
Le Coca-Cola. Une bouteille d'1,5 litre de cette boisson célèbre coûte environ 2 €. Le système de sucrage raconte une histoire importante. La plupart de la production de Coca-Cola utilise du sirop de glucose-fructose. Cette substance est issue du maïs transformé par de multiples réactions enzymatiques pour convertir le glucose en fructose. La production implique le traitement de l'amidon de maïs avec de l'alpha-amylase, puis de la glucoamylase et enfin de l'isomérase du glucose. Une grande bouteille contient environ 12 cuillères à café de sucre. Votre foie traite le fructose différemment des autres sucres et une consommation excessive a été associée à la stéatose hépatique et à la résistance à l'insuline. La gazéification ajoute de l'acide carbonique contribuant à l'érosion de l'émail dentaire. Le colorant caramel, l'acide phosphorique et les arômes naturels complètent la liste des ingrédients. Cette saveur rafraîchissante provient d'une combinaison précisément conçue pour déclencher des réactions de plaisir et vous faire revenir en redemander. Numéro 15, le chocolat au lait Milka. Cette tablette de chocolat enveloppée dans son emballage violet de Milka, vendue entre 1,50 € et 2,50 €, doit sa texture crémeuse qui l'a rendue populaire dans le monde entier à une liste d'ingrédients qui réserve des surprises. Le chocolat traditionnel utilise du beurre de cacao issu des fèves de cacao pour sa douceur. De nombreux chocolats produits en masse remplacent une partie ou la totalité du beurre de cacao par de l'huile de palme, bien moins chère. La fabrication du chocolat consiste à mélanger la pâte de cacao avec du sucre, du lait en poudre et des matières grasses végétales. Le tout est raffiné par d'immenses rouleaux, puis conché en continu pendant de nombreuses heures. L'ajout d'huile végétale modifie les propriétés de fusion. Le beurre de cacao naturel fond exactement à la température du corps. Les produits contenant des substituts à l'huile de palme ont des propriétés différentes. L'huile de palme contient beaucoup de graisse saturée et sa production soulève des préoccupations environnementales. Un chocolat qui a un goût délicieux peut contenir bien moins de cacao que ne le suggère le marketing. Numéro 14. L'huile d'olive Puget extra vierge. Une bouteille d'huile d'olive extra vierge de Puget coûte entre 8 et 15 €. Les consommateurs l'achètent pour sa réputation bénéfique pour le cœur. Le secteur de l'huile d'olive cache des vérités inconfortables. Des études montrent que jusqu'à 70 à 80% des huiles d'olive étiquetées extra vierges ne respectent pas les véritables normes. La fraude opère de plusieurs façons. Certains producteurs mélangent de petites quantités de vraie huile d'olive avec de l'huile de soja, de tournesol ou de colza moins cher, puis ajoutent de la chlorophylle pour la couleur et des arômes pour masquer la différence. D'autres vendent de l'huile d'olive rance qui est désodorisée par raffinage. Des tests chimiques menés par la DGCCRF ont épinglé des grandes marques pour la vente de produits falsifiés. L'étiquette extra vierge devrait signifier une extraction à froid à partir d'olives fraîches sans traitement chimique. L'application de la loi reste faible et les tests sont coûteux. Cette bouteille chère peut contenir des huiles végétales raffinées cachées sous des arômes, sans vous apporter aucun des bienfaits du régime méditerranéen que vous espériez. Numéro 13. Le yaourt aux fruits, Danone. C'est petit. Pot de yaourt aux fruits de Danone, vendus entre 0,80 et 1,50 € chacun, sont glissés par les parents dans les cartables scolaires avec la conviction de fournir une collation saine. Le processus de fabrication contient un ingrédient qui pourrait surprendre de nombreux consommateurs. La gélatine est utilisée comme épaississant et stabilisant dans de nombreux yaourts aux fruits. Cette substance provient d'une source bien précise, les os, les peaux et les tissus conjonctifs de porc et de bovins. La fabrication implique la collecte de ces sous-produits d'abattoir et leur cuisson pendant une longue durée, parfois plusieurs jours, pour en extraire le collagène. Ce collagène se décompose en gélatine, qui est ensuite séchée et réduite en poudre. Dans le yaourt, cette poudre crée cette texture lisse et légèrement tremblotante qui maintient le produit en cohésion. Le processus lui-même est sans danger du point de vue de la sécurité alimentaire. Le collagène est une protéine digestible. Beaucoup de personnes ne réalisent pas la présence de ces ingrédients d'origine animale dans ce qui semble être un simple produit laitier. Pour les végétariens, les végans ou les personnes soumises à des restrictions alimentaires religieuses, cet ingrédient caché pose problème. La gélatine se dissimule sous des noms techniques sur les listes d'ingrédients. Cette collation fruitée et crémeuse vendue comme saine contient des tissus animaux transformés issus de parties de carcasses qui seraient autrement devenus des déchets. En lisant l'étiquette, cherchez les termes protéines de collagène ou épaississant d'origine animale. Numéro 12. Le jambon blanc, Fleury-Michon. Le jambon blanc tranché de Fleury-Michon, vendu entre 3 et 5 € pour 4 tranches, se retrouve dans les sandwichs et les salades partout en France.
Le processus de salaison implique une chimie qui mérite d'être comprise. Pratiquement tous les jambons commerciaux sont traités au nitrite de sodium, désigné sous le code E250. Ce composé empêche le développement bactérien, notamment celui de la mortelle bactérie Clostridium botulinum, et donne au jambon sa couleur rose. Sans nitrite, le porc cuit devient gris. Le problème survient à la cuisson. Lorsque la viande traitée au nitrite est chauffée, notamment à haute température, les nitrites peuvent pas réagir avec les acides aminés pour former des nitrosamines. Des études ont classé la viande transformée contenant des nitrites comme cancérogènes de groupe 1, ce qui signifie qu'il existe des preuves suffisantes qu'elle provoque le cancer. L'Organisation mondiale de la santé a placé la viande transformée dans la même catégorie que le tabac en termes de classification cancérogène. Chaque tranche de ce jambon rose contient ces conservateurs qui subissent des réactions chimiques inquiétantes lors du chauffage. Numéro 11. Les glaces à la vanille Häagen-Dazs. Un pot de glace à la vanille Häagen-Dazs coûte entre 5 et 8 euros pour 400 ml. Cette texture crémeuse cache un secret de fabrication intéressant. Le secteur utilise une mesure appelée taux de foisonnement, qui mesure la quantité d'air incorporé lors de la congélation. Les glaces bon marché contiennent jusqu'à 50% d'air en volume. Vous payez de l'air congelé. La fabrication consiste à pomper la base à travers des machines qui insufflent de l'air pendant la congélation. Plus d'air signifie plus de volume à partir des mêmes ingrédients. Les glaces premium ont un faible taux de foisonnement, ce qui les rend plus denses. Vous pouvez sentir la différence en comparant le poids des pots. Au-delà de la teneur en air, les ingrédients racontent une autre histoire. Des stabilisants comme la carragénane et la gomme de goire maintiennent la texture. Des émulsifiants empêchent la formation de cristaux de glace. L'arôme naturel de vanille est rarement présent, car la vraie vanille est extrêmement chère. Les fabricants utilisent à la place de la vanilline synthétisée à partir de lignine, un sous-produit de l'industrie papetière, ou à partir de précurseurs pétrochimiques. Numéro 10, la mayonnaise Hellmann's. Un pot de cette mayonnaise populaire de Hellmann's coûte entre 2,50 et 3,50 euros pour 400 ml. Elle se retrouve dans les sandwichs, les salades et les sauces partout. Le processus de fabrication est une version industrielle de l'émulsification culinaire, avec quelques différences clés. La mayonnaise traditionnelle, c'est simplement de l'huile, des jaunes d'œufs, du vinaigre ou du jus de citron et des épices. Les versions commerciales ajoutent des conservateurs pour prolonger considérablement la durée de conservation. Le sorbate de potassium et l'EDTA calcique disodique sont des additifs courants. Le DTA en particulier agit comme agent chélatant, ce qui signifie qu'il lie les ions métalliques susceptibles de provoquer le rancissement des huiles. Les œufs dans la mayonnaise commerciale sont généralement pasteurisés et transformés, se présentant parfois sous forme de poudre plutôt que d'œufs frais. L'huile est généralement du colza ou du tournesol, choisi pour son goût et sa saveur neutre, et non pour son profil nutritionnel. La production à grande échelle implique un contrôle précis de la température et un mélange rapide pour créer des émulsions stables pouvant résister des mois sur les rayons et dans les réfrigérateurs. Les conservateurs s'accumulent dans votre organisme lors d'une consommation régulière. Cette sauce crémeuse sur votre sandwich contient des couches de stabilisation chimique dont une mayonnaise maison fraîche n'a tout simplement pas besoin. Numéro 9. Le maquereau fumé saupiqué. Le maquereau fumé conditionné sous vide de saupiquet, vendu entre 3 et 5 euros pour 200 grammes, affiche une couleur dorée et un arôme fumé évocateur de méthodes traditionnelles. La production, moderne empreinte, souvent un tout autre chemin. De nombreux produits de poisson fumé commercialement utilisent de la fumée liquide plutôt que de la vraie fumée de bois. La fumée liquide est produite en brûlant des copeaux de bois et en capturant la fumée dans des condenseurs. Les composés de fumée condensée, notamment divers phénols et carbonyles, sont dissous dans de l'eau pour créer une solution aromatisante. Les poissons peuvent être trempés, aspergés ou injectés avec ce liquide, puis brièvement exposés à de la vraie fumée pour donner l'apparence d'un fumage traditionnel. Le poisson peut passer quelques minutes dans la chambre de fumage au lieu des heures ou des jours requis pour un vrai fumage. Ce raccourci fait économiser des sommes considérables de temps et d'argent aux fabricants. Les préoccupations sanitaires concernent le benzopyrène, un composé produit lors de la combustion, présent à la fois dans la vraie fumée et dans les produits à base de fumée
liquide. Le benzopyrène est un cancérogène reconnu. Bien que des réglementations limitent les niveaux de benzopyrène, la consommation régulière de produits fumés contribue à une exposition cumulée dans le temps. Ce beau filet de poisson brun à la saveur fumée a peut-être été aromatisé chimiquement et brièvement exposé à du gaz, plutôt que soigneusement fumé au bois pendant une longue durée. Environ 40% des poissons fumés, commercialement, utilisent ce procédé à la fumée liquide. Numéro 8, les céréales Nestlé Nesquik. Ces billions de céréales au chocolat de Nesquik, vendus entre 3 et 4,50 € la boîte, sont adorés des enfants pour leur goût et leur mascotte lapin sur l'emballage. Le processus de fabrication soulève certaines questions nutritionnelles. La production commence par de la farine de maïs et de la farine de blé mélangées à du sucre, de la poudre de cacao et divers additifs. Le mélange est cuit, extrudé en forme de billes par des machines industrielles et torréfié à haute température. La teneur en sucre de ces céréales atteint souvent 30% du poids. Cela signifie qu'environ un tiers de ce que votre enfant mange au petit déjeuner est du sucre pur. Le traitement à haute température crée les mêmes problèmes de pic de glycémie que ceux observés dans d'autres céréales transformées. Des tests alimentaires ont également trouvé divers conservateurs ajoutés pour maintenir le croquant et prévenir le rassissement pendant des mois de stockage. L'huile de palme apparaît sur la liste des ingrédients, ajoutant ces graisses saturées problématiques. La saveur chocolatée provient en partie du cacao, mais des arômes artificiels amplifient et prolongent souvent le goût. Le marketing de ces produits auprès des enfants a fait l'objet de critiques de la part des défenseurs de la santé dans le monde entier. La boîte colorée, le personnage de dessin animé et le goût sucré créent des préférences qui peuvent persister jusqu'à l'âge adulte. Ce qui semble être un délicieux petit déjeuner ludique délivre un choc métabolique de sucre et de glucides transformés qui prépare les enfants à des baisses d'énergie et des envies bien avant l'heure du déjeuner. Numéro 7. Le jus de pomme Tropicana. Une bouteille d'1 litre de jus de pomme Tropicana coûte entre 2 et 3 €. Les parents le proposent aux enfants comme alternative plus saine aux boissons gazeuses. La méthode de production à partir de concentré révèle un vaste processus industriel. Les pommes fraîches sont pressées et le jus est chauffé sous vide pour évaporer la majeure partie de l'eau. Cela crée un concentré dense, bien moins cher à stocker et à transporter que le jus liquide. Le processus de concentration nécessite des températures d'environ 65 degrés Celsius, ce qui détruit les vitamines et les enzymes sensibles à la chaleur. Le concentré peut être stocké pendant de longues périodes, voyageant parfois à travers le monde entier avant d'être reconstitué dans des usines d'embouteillage. Dans l'usine d'embouteillage, l'eau est rajoutée pour restaurer la forme liquide. Le jus est ensuite pasteurisé à des températures encore plus élevées, environ 4,25 degrés Celsius, pour tuer les bactéries et prolonger la durée de conservation jusqu'à plusieurs mois. Ce second chauffage détruit davantage de nutriments. Les vitamines qui figurent encore sur l'étiquette sont souvent ajoutées synthétiquement après traitement. Les enzymes naturelles favorisant la digestion sont entièrement détruites. La teneur en sucre du jus de pomme égale ou dépasse souvent celle du cola, sans les fibres que les pommes entières fournissent pour ralentir l'absorption. Ce qui est vendu comme jus de fruits naturel est souvent un concentré reconstitué avec des vitamines ajoutées, fournissant du sucre, sans les véritables bénéfices nutritionnels des fruits frais. Numéro 6. Le café soluble. Nescafé. Un pot de café soluble. Nescafé coûte entre 5 et 8 € pour 200 grammes. La commodité de n'avoir qu'à ajouter de l'eau en a fait un incontournable des cuisines françaises. Le processus de fabrication transforme les grains de café par un traitement industriel intensif. Tout commence par la torréfaction, généralement avec des grains de robusta moins chers plutôt que les grains d'arabica préférés pour le café fraîchement préparé. Les grains torréfiés sont moulus et infusés dans d'immenses percolateurs industriels avec de l'eau à environ 250 degrés Celsius sous pression. Cette extraction agressive extrait tout ce qui est soluble, y compris des composés qui ne se dissoudraient jamais lors d'une préparation normale à la maison. Le liquide de café concentré obtenu doit ensuite être séché. 2 méthodes sont courantes. Le séchage par atomisation, où le liquide est pulvérisé à travers une buse dans des chambres avec de l'air chauffé à 200 degrés Celsius, ou la lyophilisation, qui consiste à congeler à moins 40 degrés et à sublimer la glace sous vide. Les deux procédés stressent le café et modifient sa chimie de manière significative. Les températures élevées créent de l'acrylamide, ce même composé préoccupant que l'on trouve dans les chips frits. Les antioxydants et les composés aromatiques volatiles se dégradent considérablement lors de ce traitement. Des études ont révélé des niveaux
plus élevé de contamination par les moisissures dans le café soluble par rapport au café en grains, car le traitement permet l'utilisation de grains de moindre qualité. Ce qui se dissout si commodément dans votre tasse du matin est un produit hautement transformé qui n'a pas grand-chose en commun avec un café fraîchement préparé à partir de grains entiers soigneusement sélectionnés. Numéro 5. Le miel, lune de miel. Un pot de miel. Toute fleur de lune de miel coûte entre 5 et 8 € pour 500 grammes. Le miel est valorisé depuis des millénaires pour ses propriétés antibactériennes naturelles et ses bienfaits pour la santé. Le marché moderne du miel souffre d'un grave problème de falsification. Des enquêtes menées par la DGCCRF ont révélé qu'environ 20% des miels vendus en supermarché présentent des signes de fraude. Le processus de falsification consiste à mélanger du vrai miel avec du sirop de maïs moins cher, notamment du sirop de glucose-fructose. Les producteurs chauffent ce mélange de sirop, ajoutant des arômes imitant le goût du miel et ajustent la couleur avec du caramel. Le faux miel se mélange parfaitement au vrai miel, ce qui rend la détection difficile sans test en laboratoire. Certains produits subissent une ultrafiltration, un processus qui élimine le pollen. Le pollen permet aux enquêteurs de retracer l'origine géographique du miel, donc son élimination facilite la dissimulation et la vérification de la fraude. Le chauffage requis lors du traitement détruit les enzymes naturelles et les composés antibactériens qui rendent le miel brut bénéfique. Le miel étiqueté pur peut contenir des pourcentages significatifs de sirop de sucre industriel sans aucune mention sur l'étiquette. Cet aliment sain et naturel que les hommes récoltent dans les ruches depuis des millénaires est devenu une nouvelle cible de la fraude alimentaire avec des sirops de sucre bon marché, cachés et vendus au prix premium du miel. Numéro 4. La margarine Saint-Hubert. Un bloc de 250 g de margarine Saint-Hubert coûte entre 2 et 3,50 €. Pendant des décennies, elle a été présentée comme une alternative saine pour le cœur au beurre. Le processus de fabrication implique une chimie préoccupante. La production de margarine commence par des huiles végétales liquides, généralement de palme, de colza ou de tournesol. Pour rendre ces huiles solides et tartinables à température ambiante, les fabricants ont longtemps largement recouru à l'hydrogénation partielle. Ce procédé fait passer de l'hydrogène à travers des huiles sous haute pression avec des catalyseurs au nickel, convertissant certaines graisses insaturées en graisses saturées. Le sous-produit de l'hydrogénation partielle est constitué d'acides gras trans que des études ont clairement associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Les acides gras trans élèvent le mauvais cholestérol tout en abaissant le bon cholestérol, ce qui représente la pire combinaison possible pour la santé cardiovasculaire. L'Organisation mondiale de la santé recommande une consommation nulle de graisses trans artificielles. Alors que de nombreux fabricants ont réduit la teneur en acides gras trans ces dernières années, les procédés de substitution impliquent souvent des graisses entièrement hydrogénées mélangées à des huiles liquides par un procédé appelé interestérification. Cela crée des structures grasses différentes dont les effets à long terme sur la santé restent moins étudiés et compris. La margarine est mélangée avec de l'eau, des émulsifiants comme la lécithine, du sel, des vitamines et des colorants pour obtenir cet aspect beurré que les consommateurs attendent. Ce qui a commencé comme un substitut bon marché au beurre a traversé de nombreuses reformulations chimiques, chacune résolvant un problème en créant potentiellement d'autres. Numéro 3, les chips Lay's. Un paquet de chips Lay's coûte entre 1,50 € et 2,50 € dans pratiquement chaque magasin. Ce sont l'une des collations les plus populaires au monde. Le processus de fabrication crée quelque chose de préoccupant au-delà des simples graisses et du sel. Tout commence par des pommes de terre sélectionnées pour leur haute teneur en amidon et en asparagine. Les pommes de terre sont coupées en fines tranches et frites dans de l'huile à des températures entre 170 et 190 degrés Celsius. Lors de cette friture à haute température, une réaction chimique se produit entre l'asparagine des pommes de terre et les sucres présents. Cette réaction, appelée réaction de Maillard, crée la saveur et la couleur. Elle crée également de l'acrylamide, un composé classé par les autorités sanitaires comme probablement cancérogène pour l'homme. Des tests ont révélé des niveaux d'acrylamide dans les chips de pommes de terre atteignant 1000 microgrammes par kilogramme. Des études ont montré que manger un paquet de chips de taille normale fournit une quantité d'acrylamide équivalente à l'exposition d'une cigarette fumée, provoquant une augmentation significative des marqueurs inflammatoires et du mauvais cholestérol.
L'huile de friture elle-même est souvent à base d'huile de palme, ajoutant des graisses saturées au produit. Le glutamate monosodique apparaît souvent dans les variétés aromatisées pour rehausser le goût et potentiellement augmenter la consommation au-delà de ce que vous aviez prévu. Les niveaux de sel fournissent des pourcentages significatifs de l'apport journalier recommandé en une seule portion. Cette collation croustillante, salée et impossible à arrêter de manger délivre une combinaison de composés cancérogènes, de graisses saturées et suffisamment de sel pour surcharger vos reins à la longue. Numéro 2. Le fromage Leerdammer. Les blocs de fromage de type Leerdammer ou Emmental de marque. Président coûtent entre 3 et 6 euros pour 200 à 400 grammes dans la plupart des supermarchés. Le fromage est un pilier de l'alimentation française depuis des siècles, fabriqué à partir d'ingrédients simples, lait, ferment et présure. L'industrie fromagère moderne a trouvé des moyens de réduire les coûts qui modifient significativement le produit. Des contrôles de qualité alimentaire ont à plusieurs reprises détecté des falsifications de fromage impliquant de l'huile de palme. Les fabricants remplacent jusqu'à 20 à 30% de la matière grasse laitière naturelle par des huiles végétales moins chères, principalement de l'huile de palme hydrogénée. L'huile de palme est incorporée lors du traitement, créant un produit qui ressemble et a, dans une certaine mesure, le goût du vrai fromage, mais qui a une composition en graisse significativement différente. Les étiquettes ne peuvent indiquer matière grasse végétale ou simplement matière grasse sans préciser la source. Du lait en poudre, des protéines de soja et des amidons modifiés viennent parfois compléter les produits les moins chers. Le terme préparation fromagère ou analogue de fromage apparaît sur certaines étiquettes honnêtes, mais de nombreux produits dissimulent leur véritable nature. L'huile de palme contient des niveaux élevés de graisses saturées, notamment d'acide palmitique, qui a été associé à une élévation du cholestérol et à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Les autorités européennes de sécurité alimentaire ont également exprimé des préoccupations concernant les contaminants formés lors du raffinage de l'huile de palme à haute température. Ce qui semble être un fromage traditionnel peut contenir des graisses industrielles issues de plantations tropicales, plutôt que du lait de ferme laitière locale. Et maintenant, le numéro 1 de notre liste. Numéro 1, les saucisses Herta. Ces paquets de saucisses Herta, vendus entre 3 et 5 euros dans pratiquement chaque supermarché et épicerie de France, cuisent rapidement, sont adorés des enfants et apparaissent dans d'innombrables repas familiaux et barbecues. Le processus de fabrication commence par quelque chose appelé viande séparée mécaniquement. Voici comment fonctionne la production de viande séparée mécaniquement. Après avoir retiré les morceaux de viande de valeur des carcasses animales, les os restants conservent encore du tissu adhérent. Ces os, qu'il s'agisse de poulet, de porc ou de bœuf, sont introduits dans des machines qui les poussent à travers des tamis cylindriques sous une pression hydraulique énorme. Tout ce qui peut passer devient de la viande séparée mécaniquement. Le tissu musculaire restant, la graisse, le tissu conjonctif, les vaisseaux sanguins, le tissu nerveux et inévitablement de petits fragments provenant des os broyés. Les réglementations de l'Union européenne exigent que la viande séparée mécaniquement contienne un minimum de 12% de protéines, un maximum de 20% de matière grasse et jusqu'à 70% d'eau. La pâte rosâtre obtenue ne ressemble en rien à la viande que les gens imaginent lorsqu'ils lisent de poulet ou porc sur l'étiquette. Des tests de qualité menés par la DGCCRF ont révélé que de nombreuses saucisses bon marché contiennent jusqu'à 80% de viande séparée mécaniquement. Cette pâte est mélangée avec davantage de graisse, de sel, des phosphates pour la rétention d'eau, des nitrites pour la couleur et la conservation, des amidons liants et des composés aromatisants. Le mélange est émulsionné en une pâte homogène, introduit dans des boyaux, cuit à 70 à 80 degrés Celsius et souvent soumis à l'action d'arômes de fumée liquide plutôt qu'à un vrai fumage. Les phosphates dans ces produits aident à retenir l'eau ajoutée, ce qui signifie que les consommateurs paient le prix de la viande pour le poids de l'eau. Les nitrites, en empêchant la croissance bactérienne dangereuse, forment des nitrosamines lorsque les saucisses sont grillées ou poêlées, des composés associés à un risque de cancer. Des études d'instituts de nutrition ont établi un lien entre la consommation régulière de viande transformée et un risque accru de cancer colorectal, de maladies cardiaques et de diabète. Cet aliment pratique et familier que les gens servent à leur famille contient des restes animaux transformés, des conservateurs chimiques, de l'eau pompée pour le poids et un arôme de fumée créé industriellement. Le fossé entre ce que les gens croient manger
et ce qui compose réellement ces produits représente l'une des déconnexions les plus significatives du système alimentaire moderne.